Voilà, bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire sur le secteur ferroviaire en Suisse, état des lieux, perspectives et retour d'expérience. Nous avons une petite heure à passer ensemble en ligne pour parler de la Suisse, de son secteur ferroviaire. La Suisse est souvent perçue comme la championne du monde du secteur ferroviaire, et ce à juste titre. Et avant de commencer avec les interventions de nos spécialistes, peut-être un petit état des lieux rapide sur l'économie ici en Suisse dans cette période post-Covid, post-coronavirus. Alors, au niveau sanitaire, les premiers éléments, un peu plus de 31 000 cas déclarés ici en Suisse, environ 1680 décès enregistrés. Un niveau assez élevé au niveau européen en termes de nombre de cas pour 100 000 habitants, parce qu'on est sur environ 322 cas. Néanmoins, il y a une bonne gestion des flux dans les hôpitaux, dans les services Covid, dans les services de soins intensifs, et donc pas de débordement lors de la phase la plus aiguë, c'est-à-dire entre fin mars et début mai. Il y a eu un semi-confinement ici qui s'est opéré en Suisse avec une fermeture des commerces non indispensables, des lieux recevant le public, un petit peu à l'image de ce qu'on a pu connaître également dans les autres pays européens et notamment en France. Toujours une liberté de circulation avec un bon respect globalement des règles du confinement, ce qui a permis de passer la crise, de bien passer la crise. Pour l'économie, puisque c'est le sujet aussi qui nous intéresse, ce sont environ 62 milliards d'aides d'urgence qui ont été débloquées par la Confédération et les cantons, avec environ 125 milliards qui sont libérables assez rapidement si on devait avoir une seconde ou une troisième phase, ce qui est naturellement pas espéré. Au niveau de l'économie suisse, on voit en tout cas une bonne perspective pour 2021. On table sur une baisse de la croissance cette année entre 6 et 7 et puis un rebond à plus de 5 pour 2021. Plusieurs raisons à cela. La Suisse a d'excellents fondamentaux économiques, peu de dette publique, c'est environ aujourd'hui 25% du PIB, ou en tout cas c'était en 2019 25% du PIB. On estime que ça va monter à peu près à 35% du PIB avec le plan d'aide de soutien à l'économie qui a été mis en place par la Confédération. Il faut savoir qu'il y a un mécanisme dans la Constitution ici en Suisse qui s'appelle le frein à l'endettement et donc qui permet de freiner et de rembourser finalement la dette, et c'est ce que la Suisse fait depuis un peu plus de 20 ans. Et la Confédération a toujours fait des exercices positifs, sauf à 3 exceptions, avec des excédents qui sont venus entre 2 et 6 milliards chaque année, donc ce qui a permis d'amortir petit à petit la dette. Donc c'est vrai qu'en comparaison internationale, la Suisse est plutôt bien lotie du côté de la dette publique. Un dispositif du chômage partiel qui a aussi bien fonctionné ici en Suisse et qui continue de fonctionner aussi pour certains secteurs d'activité. Au plus fort de la crise, on avait environ un employé sur 3 qui était en dispositif de chômage partiel qu'on appelle ici RHT, réduction de l'horaire de travail. Et donc, ça a été un amortisseur pour les entreprises relativement important, mais aussi un amortisseur social pour éviter qu'on ait une trop grande partie de la population qui se retrouve au chômage. Et puis, on a des possibilités de ressources qui sont assez importantes, notamment du côté de la Banque nationale suisse. Et c'est aussi une réserve si jamais il devait y avoir un essoufflement de la Confédération. Hormis ça, d'autres fondamentaux qui sont le droit du travail, le droit social, le niveau d'imposition sur les sociétés, les réseaux d'infrastructures, on va en parler avec le ferroviaire, mais aussi dans l'hospitalier, l'autoroutier, les télécoms, sont parmi les meilleurs au monde. Et la Suisse a d'ailleurs été classée comme pays le plus safe au niveau des entreprises dans sa gestion de la crise du Covid. Alors naturellement, on a certains défis aussi, certains secteurs qui sont plus exposés que d'autres, c'est le cas aussi dans d'autres pays. Ici, on pourra penser au tourisme et plus généralement à l'hôtellerie, à la restauration, mais aussi au commerce non alimentaire. On l'a vu déjà avant le début de cette crise, le commerce non alimentaire souffrait du franc fort, souffrait aussi de la digitalisation, du commerce transfrontalier, et c'est un principe qui a été un petit peu accentué avec cette crise. Le franc fort, je viens d'en parler, c'est aussi
une des faiblesses de la Suisse, parce que naturellement, c'est une valeur refuge. Et pour la Suisse, qui gagne quasiment un franc sur deux à l'export, avoir une monnaie forte, c'est aussi pénalisant au niveau de ses exportations. Et puis une nouvelle donne fiscale internationale pour les GAFA, avec le risque pour la suite de perdre à peu près 5 milliards de francs suisses de recettes fiscales. Donc vous voyez d'excellents fondamentaux, mais aussi quelques défis qu'il faut suivre de près. Pour 2020, ce qui a été anticipé, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une baisse du PIB entre 6 et 7 mais avec un rebond quand même relativement important en 2021. Et puis une baisse des investissements d'environ 8 et puis une baisse dans les exportations d'environ 7 mais encore une fois, là, avec un rebond en 2021 qui sera important. On a parlé aussi du chômage tout à l'heure. Il faut savoir qu'on a un taux de chômage en Suisse qui était relativement faible, aux alentours de 2,5 et là, on voit une progression sur 2020 à 3,8 Donc, on peut penser que c'est relativement faible, mais quand on parle de 2,5 naturellement, c'est quand même une hausse qui est relativement importante. Et la Suisse sera impactée comme les autres pays, mais encore une fois, on voit un rebond l'année prochaine qui sera assez bon. Je voudrais peut-être citer une devise qui a été donnée par le conseiller fédéral Alain Berset, qui est l'équivalent du ministre en France, qui était dans cette gestion de la crise, il faut faire aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Je crois que ça caractérise assez bien l'état d'esprit ici en Suisse. On a voulu confiner, réguler tout le temps que c'était nécessaire, mais aussi faire redémarrer l'économie aussi vite que possible. Et donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en place maintenant et les entreprises répondent plutôt bien, avec quand même une différence entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. On voit que ça repart un petit peu plus rapidement en Suisse alémanique qu'en Suisse romande dans un certain nombre de secteurs d'activité. Et ça, c'est aussi un des éléments importants lorsque vous abordez le marché suisse, c'est d'avoir cette vision sur des Suisses, une Suisse qui n'est pas uniforme, qui n'est pas homogène, mais où vous allez avoir des Suisses qui vont être différentes en fonction des cantons, c'est 26 cantons et demi-cantons. Donc en fonction des cantons dans lesquels vous vous trouvez. Voilà en quelques mots pour cette introduction. On va passer tout de suite dans le vif du sujet avec M. Alain Barbet, qui est le directeur régional pour les chemins de fer fédéraux pour la Suisse romande, qui a la chance également d'être président de la Chambre de commerce et d'industrie française, donc qui est très habitué de nos réseaux CCI France International et CCI française en Suisse. Et je lui passe tout de suite la parole pour une présentation du secteur ferroviaire ici en Suisse, son état des lieux, ses perspectives. Et on passera ensuite au retour d'expérience. Merci. Merci à toi, Romain. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Je vais essayer d'être aussi concis que Romain, mais le champ d'activité des CFF est relativement large. Mon rôle est interdivisionnel, donc je vais m'efforcer aussi de parler à la fois, bien sûr, de la partie voyageurs, mais aussi, bien sûr, de tout ce qui concerne l'infrastructure, l'immobilier et le fret. Alors, peut-être quelques mots sur les CFF. On va vite regarder quelques chiffres pour se rendre compte un petit peu de la taille de l'entreprise. Tout d'abord, c'est une entreprise qui est plus que centenaire, puisqu'elle a été créée le 1er janvier 1902. Et puis, à l'époque, c'était déjà la fusion de plusieurs entreprises qui avaient été reprises sous la tutelle de la Confédération. Donc, on le voit, les pionniers, les différentes étapes, l'évolution à travers ces 118 ans d'histoire. Et aujourd'hui, bien sûr, comme dans toutes les entreprises, le digital a pris un rôle de plus en plus important. D'autres chiffres maintenant peut-être plus actuels. Qu'est-ce que c'est les CFF en fait chiffres? C'est à peu près 1,3 million de passagers par jour. Ça paraît peu, mais à la taille du pays, c'est quand même relativement intense. On verra tout à l'heure, c'est quand même le réseau au monde le plus utilisé. Le trafic marchandises joue un rôle crucial. La Suisse a toujours voulu passer le maximum de la route au rail. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a construit les transversales alpines entre le nord et le sud de l'Europe. Donc, beaucoup d'investissements dans ces domaines-là. Et je ne vais pas reprendre l'ensemble des chiffres, peut-être un ou deux qui sont intéressants aussi. Le nombre de gares, et là je parle des gares CFF uniquement, donc à peu près 800 gares dans la Suisse. Donc, on couvre, on le verra sur le réseau, pratiquement l'ensemble des régions de Suisse. Un taux de ponctualité d'environ 90%. Alors, quand on dit 90% de taux de ponctualité, pour nous, ça veut dire que
le train est arrivé à 90% dans les 3 minutes. Hein. Au-delà de 3 minutes, le train est considéré comme en retard. Donc, ça veut dire que entre 0, voire en avance de temps en temps, c'est pas non plus à l'heure. Eh bien, pour nous, au-delà des 3 minutes, c'est en retard. Et pourquoi ça? Pourquoi 3 minutes et pas 5? Parce que en Suisse, vous l'avez peut-être fait l'expérience lors d'un passage au niveau ferroviaire. Ce qui fait la force aussi des déplacements en train, c'est le temps de parcours avec les correspondances dans les gares. Et les correspondances sont calculées en général entre 5 et, je dirais, entre 4 et 7 minutes. Donc, à partir de 3 minutes de retard, ça devient compliqué. Il faudra retarder l'autre train ou les gens vont perdre leur correspondance. Voilà un petit peu pourquoi on pose souvent la question des 3 minutes. C'est le seul pays Europe qui a les 3. D'autres ont 5, d'autres ont même 15 minutes, jusqu'à 15 minutes le train est à l'heure. Chez nous, c'est ces fameuses 3 minutes. Et puis ensuite, bien sûr, beaucoup de gros chantiers, beaucoup d'investissements, des investissements qui sont financés en grande partie dans l'infrastructure par la Confédération, et puis aussi des investissements très importants dans l'acquisition de matériel roulant. Et là, c'est financé par l'entreprise CFF et en partie par les cantons, qui est l'équivalent des régions pour la France. Voilà quelques chiffres. On en voit encore peut-être un ou deux sur la slide suivante, des slides plus significatifs de l'état d'esprit. Donc, en Suisse, on a la chance d'avoir quand même de nombreux barrages. Les CFF en possèdent plusieurs, et bien sûr, leur but principal, c'est de fournir en électricité notre réseau ferré. Et donc aujourd'hui, on arrive, 9 trains sur 10 circulent grâce à l'énergie renouvelable, donc de l'eau, enfin de l'électricité produite par ces barrages. Et puis le 10e train, en fait, c'est pas qu'il est produit par l'atomique, mais il y a une partie qui est effectivement importée, voire faite par l'énergie nucléaire. Et donc, nous, on a comme objectif, dans les 5 prochaines années, de passer à 10 trains sur 10 qui circulent grâce à l'énergie renouvelable. Et c'est pour ça qu'on a 2 gros investissements en cours de finition dans la construction de nouvelles sources de barrages hydroélectriques, alors que c'est pas forcément très compétitif à l'heure actuelle, puisque le prix de l'électricité est quand même relativement bas. Ensuite, un autre chiffre, j'en ai parlé tout à l'heure, on le voit hein, dans la densité de l'utilisation du réseau, le nombre moyen de trains par ligne et par jour sur l'infrastructure ferroviaire suisse. On le voit, on est largement enfin en tête de l'ensemble des sociétés, que ce soit au niveau européen, bien sûr, là la plupart sont des sociétés européennes, mais également au niveau international, et on le sait dans les autres pays, le train n'est pas aussi développé. Ce qui veut dire que le réseau est très sollicité pour les raisons que je disais tout à l'heure. D'abord parce qu'il y a cette volonté d'utiliser les transports publics en Suisse et qu'il faut qu'ils soient concurrentiels. Et puis, en particulier également pour tout ce qui concerne le fret, où il y a ce report modal qui a été très favorisé par la Confédération, de manière à ce que il y ait suffisamment de capacité pour le fret. D'ailleurs, sur les grands tunnels actuels, que sont peut-être le Gotthard, le Lötschberg, et bientôt à la fin de cette année le Chenery, qui sont vraiment les axes nord-sud, le fret est prioritaire par rapport aux passagers, parce qu'ils ont été construits dans cette optique-là pour permettre le transit en Suisse par le train et non pas par la route. Voilà un petit peu quelques indications sur la culture, sur l'ensemble des chiffres qui peuvent être intéressants. Là, on a un aspect visuel. Hein. On voit la densité du réseau. Alors, c'est vrai que c'est pas que les CFF dans ce cas-là, c'est l'ensemble des transports publics en Suisse, mais on voit le maillage qui existe là. Pratiquement l'ensemble des petites vallées, des points les plus reculés sont atteignables. Alors, principalement par le train, c'est vrai, mais aussi il y a un réseau de transport public par la route, hein, pour les bus, surtout dans les vallées alpines, etc., qui est extrêmement dense. Et puis, la particularité, c'est que l'ensemble de tout ceci est interconnecté. Et je le disais, au niveau des correspondances, c'est pas uniquement les correspondances entre les 2 trains dont je parlais tout à l'heure, mais c'est également les correspondances avec les bus, c'est également les correspondances avec les autres sociétés de transport qui peuvent être des entreprises à voie métrique ou qui peuvent être d'autres entreprises de transport à voie normale. Donc, on le voit et on le comprend aussi.
un réseau extrêmement sollicité, mais aussi un réseau extrêmement dense et qui coûte énormément d'argent à la Confédération pour l'entretien. Mais ça, c'est encore une fois une volonté de la Suisse d'utiliser un maximum les transports publics. Suivant. Je prends un exemple, mais là, c'est un exemple plus dans l'esprit transfrontalier, puisqu'on a inauguré en décembre de l'année dernière le premier réseau transfrontalier complètement intégré dans un trafic régional entre la Suisse et la France. C'est l'exemple de Genève. Vous avez peut-être entendu parler du Léman Express, ce train qui relie Coppet dans le canton de Vaud et qui traverse tout le canton de Genève pour aller jusqu'à Annemasse et au-delà. Bien sûr, on le voit, les lignes continuent en direction d'Évian, en direction de Bellegarde, en direction d'Annecy ou en direction de Saint-Gervais. Tout ça également interconnecté avec des trains au quart d'heure sur le cœur du réseau, la partie entre Coppet et Annemasse, et puis ensuite des trains à la demi-heure, voire à l'heure, ça dépend un petit peu. Mais sur la partie du cœur du réseau, il y a un train tous les quarts d'heure entre Genève et Annemasse du Léman Express, plus deux trains CFF plus rapides qui font direct Genève, Eauvive, Annemasse et qui sont également partie intégrante de l'offre. Et c'est le même abonnement qui vaut pour l'un ou l'autre des moyens de transport. Donc on le voit, le Léman Express est un petit peu une fer de lance dans ce développement du trafic transfrontalier. On l'a également au Tessin, entre la Suisse et l'Italie. Et maintenant, on travaille à nouveau avec la France, avec SNCF, pour la partie de l'agglomération de Bâle, pour créer une connexion et qui aurait bien sûr le Grand Est comme partenaire principal, mais également en vue de la connexion par le rail sur l'aéroport, l'Euro-Airport de Bâle-Mulhouse. Donc voilà un petit peu quelques chiffres, vous les voyez sur la droite du Léman Express. Et puis c'était un exemple dans lequel le savoir-faire et le métier des CFF, ensemble avec celui de la SNCF dans le cas présent, va au-delà des frontières et permet de bénéficier dans ce qu'on appelle le Grand Genève de cette qualité de transport qu'on essaie de transposer un petit peu partout en Suisse et maintenant, en tout cas dans les parties périphériques proches des frontières. Là, vous le voyez, donc il y a un très grand réseau, mais alors on est récompensé puisque globalement, on le voit, les gens utilisent, et là on a de nouveau un exemple avec l'ensemble des pays, enfin une palette des pays européens. On le voit, la Suisse est largement en tête dans l'utilisation des transports publics par habitant, puisqu'on a à peu près à 2500 km par habitant. Et là, on était en 2015. On a observé, je dois le dire aussi, et là, c'est un tout petit peu devenu problématique, une très, très forte croissance dans les dernières années. On voit ici le quai de la gare de Lausanne à certaines heures de la journée. Et vous voyez, il n'y a pas de parapet qui protège, donc c'est aussi des questions de sécurité. Quand les trains entrent en gare, comme le timing est très serré, ils rentrent relativement vite dans les gares. Et donc, les gens restent très disciplinés, mais globalement, on est à saturation et on a besoin de nouvelles infrastructures pour répondre à la demande. On avait une prévision dans la gare de Lausanne, celle que l'on voit là derrière, environ 50 000 voyageurs par jour. On est aujourd'hui, avec cette gare-là, à environ 65 000, donc on est déjà au-dessus de ce qui était budgétisé pour cette année. Et puis, enfin, cette année, c'est peut-être pas la bonne référence, mais je parlerai de 2019. Et puis, on est en train de construire maintenant pour pouvoir, d'ici à la fin 28-29, pouvoir accueillir 100 000 voyageurs dont la gare de Lausanne va être complètement transformée et la capacité pratiquement doublée. Voilà également un autre exemple. Le défi est là, c'est cette croissance qui est, comme je le disais, très forte. Hein. On le voit, il y a un certain nombre de facteurs. Il y a eu cette prise de conscience aussi de l'aspect climatique, les manifestations qu'on a vues un peu partout dans le monde, elles l'étaient aussi en Suisse. On le voit aussi, les jeunes font de moins en moins le permis de conduire. Bon, la voiture, ça coûte cher. On ne trouve pas toujours de place de parc dans les villes principalement. Et une bonne partie de la nouvelle génération renonce aux voitures, mais alors il faut en contrepartie qu'on puisse avoir une bonne offre de transport public et puis qu'elle soit bien sûr non seulement entre 8 heures le matin et 5 heures et 19 heures le soir, mais qu'elle soit
sur l'ensemble de la journée des 24 heures. Donc, on a beaucoup de régions où les offres, au lieu de s'arrêter vers 1 heure du matin, elles ont une offre bien sûr réduite, mais toute la nuit. C'est le cas, par exemple, entre Genève et Lausanne, puisque je parle de mon périmètre. Et puis, je l'ai cité tout à l'heure, on construit énormément. Et ça, c'est l'autre défi, puisque on construit la plupart du temps sur les voies existantes, ou autour des voies existantes. Je parle de la gare de Lausanne. Eh bien, on peut pas fermer la gare pendant 5 ans, puis on dira voilà, ben dans 5 ans vous revenez, la gare aura doublé de capacité, vous serez à l'aise. Non, on est obligé de faire l'ensemble de ces travaux en quelque sorte à cœur ouvert. Et ça, c'est le vrai défi, parce que évidemment, quand on a des chantiers sur des lignes comme Lausanne-Genève, qui a, par rapport à la Suisse, mais je pense au monde, la plus haute densité ferroviaire, et puis que vous condamnez une voie sur quelques kilomètres, et puis qu'il n'y a plus qu'une voie pour faire passer les trains dans les deux directions à cause de chantiers en cours, eh bien, c'est un énorme défi de précision pour pouvoir effectivement, effectivement faire passer à la fois le trafic, mais il faut aussi que les chantiers avancent, parce que sinon, ça va durer beaucoup plus que le planning prévu. Donc, on le voit d'un côté, cette croissance, et d'un autre côté aussi les fonds qui sont mis à disposition par la Confédération. On a la chance en Suisse de ne pas avoir de problème de financement, c'est vraiment un problème de trouver les ressources disponibles et puis de ne pas surcharger le réseau en travaux pour pouvoir continuer à l'utiliser en permanence. Et ça, c'est un des plus gros défis qu'on ait. Voilà. Alors, comment on va gérer ces défis? On a vu, les gens voyagent surtout en heure de pointe. Hein, on est obligé de dimensionner l'offre par rapport aux heures de pointe du matin et du soir, en particulier entre, je dirais, 6 heures. Les Suisses se lèvent relativement tôt, donc on a mis 5 heures là, mais disons 6 heures et 8-9 heures. Et puis, le soir, entre 16h30 et 19 heures, tous les trains sont pleins. Et pour nous, c'est important aussi d'essayer de mieux équilibrer ceci. Alors, on le fait par des moyens de pricing, mais on le fait aussi par des moyens de conviction et des accords avec les entreprises en leur demandant de flexibiliser le travail. Bon, cette année, on a été fortement aidé par le Covid, puisque le home working, qui était un de nos axes de communication, ben, il a été de fait mis en place, mais largement au-delà de ce qu'on voulait. Donc là, c'était pas tout à fait ce qu'on avait anticipé. Donc, on a ces slides qu'on passe et on négocie avec la plupart des entreprises, mais pas que, aussi avec beaucoup d'écoles, d'universités ou enfin tout ce qui a des horaires quand même relativement fixes, ou de l'administration aussi. On a vu que les administrations sont parfois très rigides sur l'heure d'entrée en matière, à l'heure d'entrée en service, il faut timbrer à une certaine heure, et puis si le chef n'a pas tout le monde sous la main à 8h30 le matin, ça va pas. Là, on a eu de belles poussées, que ce soit du côté de Bâle, du côté de Berne ou du côté de Lausanne, à la fois à Lausanne avec les PFL et l'UNIL, l'Université de Lausanne, mais également avec le canton, hein, qui était très très rigide sur les entrées en service et qui a énormément flexibilisé. Les gens peuvent entrer maintenant jusqu'à 10 heures. Ils ont droit à 2 à 3 jours de home working par semaine. Donc là, le message commence à passer et ça nous permet justement de délester un tout petit peu le réseau, puisque les trains saturent vraiment. Voilà, ça c'était un axe sur lequel on a travaillé. Vous le voyez, les exemples dont je parlais tout à l'heure. Nous, on a développé ce programme sous l'appellation WorkSmart. Et puis, on a une charte de qualité, enfin une charte de WorkSmart, pardon, avec lesquels on travaille. Ici, on a la Haute École de Suisse occidentale, donc c'est du côté de Bâle, qui elle aussi a adapté ses horaires. D'autres, je l'ai cité dans Suisse romande ou du côté du Tessin, l'ont fait également. Et surtout, le succès, parce que là, c'est plus difficile, des administrations avec lesquelles on est souvent un petit peu en discussion avec eux, particulièrement pour les plus petites classes où les élèves sont beaucoup plus captifs. Les universités, à la limite, ils arrivent parfois à être un peu souples sur les horaires. Les lycées ou ce qu'on appelle enfin les lycées, collèges, etc., c'est plus rigide. Et là, si vous déplacez d'un quart d'heure, ça aide vraiment beaucoup que les élèves ne se retrouvent pas dans les mêmes trains que les gens qui vont travailler au bureau. Voilà un exemple d'activité.
Alors pour tout, on va faire un petit focus maintenant sur le matériel roulant, mais en particulier sur le matériel roulant voyageur. On voit ici ce qu'on appelle un train de nouvelle génération, peut-être reculé, le fameux Fernverkehr d'Oslo de Bombardier qui peine à entrer en service. Hein. À chaque fois qu'on a une mise en service de nouveau matériel roulant, eh bien, c'est toujours assez compliqué parce que le réseau est très dense, on a très peu de tolérance pour les pannes. Et évidemment, un nouveau train a beaucoup de problèmes de jeunesse et avant qu'on le mette vraiment en service, il roule. Celui-ci roule depuis 2 ans en essai. Il commence maintenant alors il aurait dû commencer en mars, on a retardé à mai, au début juin plutôt, à prendre des lignes avec du trafic commercial. On a commandé 62 de ces trains. C'est des trains qui mesurent en unité double 400 mètres, donc avec une capacité de 1300 clients. Et donc, ils sont indispensables sur des axes comme Zurich-Berne ou sur des axes comme Lausanne-Genève, où il y en a jusqu'à 8 par heure qui circulent et qui sont tous en heure de pointe complètement saturés. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Slide suivante. Voilà. Je parlais également de l'infrastructure maintenant. Donc, bon, pour le matériel roulant, juste pour clore encore, on a plusieurs commandes. On a des trains qu'on appelle grande vitesse, celui qu'on a vu là. Alors en Suisse, évidemment, on roule à 200, on roule pas à 350. On n'a pas un réseau qui nous permet. On roule un petit peu plus vite dans les nouveaux tunnels. Donc c'est du matériel roulant où on essaie de gagner du temps en fait par la pendulaison des trains. Donc celui que vous avez vu là a une pendulaison latérale. On a des ICN qui sont des trains qui datent maintenant depuis quelques années, mais qui étaient déjà en service et toujours en service d'ailleurs sur notre réseau, qui permettent de se pencher dans les virages, si on veut faire simple, et de gagner quelques précieuses secondes, voire minutes. Et donc, sur un horaire complet, ça permet effectivement d'avoir un gain de temps. Ceux-là le seront également. Après, on a les trains internationaux. Un des trains internationaux qui est l'ETR 610 qui va sur l'Italie a également ce système de pendulaison pour gagner du temps dans les tracés alpins et puis aussi sur les voies non à haute vitesse. Et puis après, il y a tout le domaine du trafic régional où là, on a plusieurs commandes en cours, que ce soit des trains à 1 étage ou à 2 étages. Alors, je reviens sur l'infrastructure. Vous avez la slide. Comment ça fonctionne chez nous? Alors, chez nous, en Suisse, l'infrastructure est financée par la Confédération, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est des programmes sur 5 ans. Là, on a fait une dérogation puisqu'on a fait un programme sur 10 ans pour pouvoir mieux répartir la charge des travaux. Mais tous les 5 ans, la Confédération met environ 10 à 15 milliards à disposition pour les nouveaux gros projets d'infrastructure. C'est donc pas l'entretien. L'entretien, il y a un autre fonds. Là aussi, il y a plusieurs milliards par année, de l'ordre d'une dizaine de milliards. C'est donc bien les travaux alors ça peut être de renouvellement, comme le cas de Lausanne-Genève, mais c'est aussi des travaux de nouvelles connexions, comme je vous parlais tout à l'heure des tunnels du Gothard ou du Chenery qui vont être ouverts, le Chenery qui va être ouvert cette année. Et donc là aussi, c'est à eux tout seuls, mais sur plusieurs années, quelques dizaines de milliards. Donc ces fonds sont financés en amont, uniquement lorsque le fonds est rassemblé. Donc il y a une votation populaire qui doit approuver ces fonds. Et puis ensuite, ils sont à disposition des gestionnaires d'infrastructures pour commencer les travaux. Et donc ils n'ont pas un problème de recherche de moyens. Par contre, ils ont un vrai problème de pouvoir faire ces travaux. Alors quand c'est des travaux comme les tunnels, c'est toujours plus facile parce que vous les faites à côté, puis quand ils sont finis, vous connectez. Mais la plupart des travaux se font aujourd'hui aussi sur des lignes qui sont opérationnelles, et donc c'est un peu le défi. Donc pour nous, on a la chance d'avoir ces projets. Là maintenant, on vient de finaliser le fonds pour 2030-35 de l'ordre de 13 milliards, et donc ce fonds est financé. On sait d'où viendra l'argent, quand il sera disponible, etc. Et on va commencer à travailler sur le fonds 40-45. Et pour chaque fois, ces 13 milliards, ils sont répartis sur différents projets. C'est pas juste un montant et puis les CFF ou les autres exploitants font ce qu'ils veulent, mais des projets spécifiques. Par exemple, on parle à nouveau d'un tunnel entre le Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, par exemple. Eh bien, là, effectivement, c'est à peu près 1 milliard. C'est pas un énorme ouvrage, mais on sait que dans ce pot-là, il y aura ça. Il y aura également le deuxième pot
enfin le deuxième tunnel du Lötschberg qui va être financé dans le pot de 30-35, puisqu'une bonne partie est déjà faite, mais il manque un petit bout, donc il manque 11 kilomètres, et donc il va falloir le finir. Donc, et il y a des gros projets du côté de Zurich également. En ce moment, il y a le Zimmerberg qui est un sujet, et puis on le voit sur cette carte où se situe le gros des investissements. Et ça, c'est à l'heure actuelle. Hein. C'est pas celui de 35, c'est celui-là. On retrouve le 12, qui est le Léman 2030 entre Lausanne et Genève, y compris les gares Lausanne et Genève. Donc, la gare de Genève a été toute rénovée, mais on va faire une gare souterraine également. Et puis, je ne vais pas prendre chacun de ces points, mais il y a de gros investissements qu'ils font. Et vous voyez, politiquement, il faut que ce soit réparti sur tout le pays aussi, hein, puisque les fonds sont financés par tous les citoyens. Il ne faut pas qu'on mette tout, comme ça a eu été le cas. Hein. Zurich a beaucoup bénéficié à une certaine époque des fonds de la Confédération. Alors, ils étaient plus rapides et plus malins, mais maintenant, disons, il y a quand même une pression pour qu'il y ait une certaine répartition de ces choses-là. Voilà, on va passer rapidement sur ces différents projets. Donc là, on a l'exemple de Léman 2030 avec le zoom sur le saut de mouton. Avançons. Voilà, là, un gros chantier du côté de Zurich, entre Zurich et Zug. C'est le Zugersee, pardon, c'est pas le Zimmerberg, qui est également un énorme chantier. Donc, tous ces chantiers sont financés déjà aujourd'hui par la Confédération. Et lorsqu'on a ces chantiers, souvent, on a la chance, c'est le cas du Zugersee, d'avoir une autre ligne derrière où on peut dérouter les trains, mais c'est pas le cas de Lausanne et Genève, par exemple. Et puis, j'ai parlé des transversales alpines avec ce nouveau tunnel qui va ouvrir à la fin de l'année, qui va permettre de compléter l'axe nord-sud entre Zurich et Milan. Voilà. Voilà. Alors sur le reste, je vais passer un petit peu plus vite. On va pas trop parler du réseau de 2035 qui est le CALA, c'est ce que je citais tout à l'heure. Il y a également beaucoup de chantiers, mais ça c'est pas financé par la Confédération. Les CFF doivent financer eux-mêmes et si possible également tirer des bénéfices. Donc c'est des gros projets immobiliers. Hein. Chaque fois qu'on a des terrains qui se libèrent du train, on les utilise pour justement faire des gros investissements immobiliers. On l'a vu Genève avec le CEVA. On a construit tout un quartier du côté de Lancy-Pont-Rouge. On a construit également une énorme tour qui est la plus haute de Genève du côté de Schönbourg. Et puis, on est encore en cours de construction sur l'axe Lausanne-Genève, sur de grands nombres de nouveaux immeubles où on a pu libérer des espaces qui étaient plus nécessaires pour le ferroviaire. On a ça du côté de Bâle, on a ça du côté de Zurich. Donc, ça, c'est également une source de financement pour les CFF, en particulier pour la caisse de pension. Donc, c'est la caisse pour les retraites des employés. Donc, il y a pas mal de projets qui sont en cours. Je ne vais pas tous les prendre, mais c'est tous des projets qui sont très importants également pour les cantons et les villes, puisqu'ils sont source aussi de modernisation, d'expansion ou d'animation de quartiers entiers. Après, voilà. Après, j'ai parlé de la digitalisation. Donc, on parle beaucoup de Smart Mail 4.0. Je pense que ça, on va en parler tout à l'heure dans la présentation qui suivra. Donc là, le BIM, c'est surtout ce qu'on utilise pour la construction et on le voit un petit peu partout du côté de Bâle. On construit en fait des hubs de mobilité la plupart du temps. C'est pour ça que les constructions qu'on fait sont intégrées en général dans les gares ou dans les développements qui vont se faire. Là, on voit l'exemple de Bâle ci-dessous. Et donc, l'intermodalité comprend le trafic régional, les bus, les trams, vous le voyez là. Les nouveaux méthodes, on voit des bus, des navettes autonomes ou des voitures électriques ou des vélos, hein, beaucoup de mobilité douce qui se développe. Et puis, dans le cas de Bâle, il y a également l'interconnexion avec le Rhin. Là, on voit, ils chargent des containers qui vont tous partir par le train par la suite sur les lignes de chemin de fer qui sont juste à côté des bateaux. Voilà, donc c'est ça que j'expliquais. Il y a différentes tailles de hubs de mobilité qu'on est en train de construire. C'est totalement intégré. On le voit dans la slide suivante, peut-être un petit peu l'esprit qui règne dans ces gares. On a au fond les trains, bien sûr. L'espace en dessus, c'est des espaces de vie, des espaces où les gens trouvent un peu de connectivité, intermodalité sur les voitures autonomes, sur les vélos, etc.
Ensuite, on a en dessus tout ce qui est commerce, ces gares, vous l'avez peut-être vu, ceux qui ont eu l'occasion de voir Zurich, on est en train de faire Genève maintenant, mais disons Zurich, c'est vraiment des malls commerciaux qu'il y a dessous, donc vous pouvez vivre de manière totalement autonome. Et derrière, on voit les bâtiments qui se construisent. En général, les premiers étages, c'est plutôt des bâtiments, enfin des espaces de bureaux. Et puis tous les espaces supérieurs, c'est des habitations pour des appartements, souvent d'ailleurs des appartements, ce qu'on appelle à loyer modéré, donc qui sont quand même contrôlés par l'État pour également offrir justement des appartements un petit peu à tout le monde. Tous ne sont pas, effectivement, Chênebourg, la Tour Opale, c'est pas le cas, mais à la Gare des Eaux Vives, c'est le cas. Voilà, un petit tour d'horizon. On a peu de temps, donc j'ai même dépassé d'ailleurs mon temps, mais je voulais juste donner un peu cette complexité et cette intégration de l'ensemble, que ce soit des aspects écologiques ou que ce soit des aspects de qualité de vie et de développement de vie et d'intermodalité qu'on a là-dessus. On le voit là, c'est l'exemple de Bâle, ça intègre toute la région autour de la ville et c'est pas uniquement. Donc on a le hub de centre au milieu et puis des hubs périphériques qui permettent souvent d'utiliser une partie de la capacité vers les universités ou autres qui sont parfois en périphérie. Voilà, merci. Ça, c'était pour le fond. On peut peut-être arrêter là et on laissera un petit peu de temps pour les questions et surtout pour Elric qui va suivre. Merci de votre attention et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup Alain Barbet pour cette présentation complète qui donne un bon tour d'horizon de ce qu'est le secteur ferroviaire et de ses activités connexes ici en Suisse avec l'exemple des CFF qui est l'opérateur numéro un ici en Suisse. Ça a été rappelé, la possibilité de poser des questions. Vous avez une petite chatbox en bas Q&R. Là, vous pouvez directement poser vos questions et puis à la fin de la session, on réservera 5-10 minutes en fonction du temps dont on a à disposition pour se prêter au jeu des questions-réponses avec nos intervenants. Je vais tout de suite passer la parole à Elric Bilbos, qui est le CEO pour la Suisse du groupe ICOS, pour la Suisse et la Suède, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et donc qui va nous apporter son retour d'expérience, son témoignage sur le marché suisse, un marché sur lequel Elric est lui-même basé. Donc, tout de suite, la parole à Elric Bilbos. Bonjour à tous, merci Romain et merci Alain pour l'introduction. Alors en effet, Elric Bibot, je suis français, c'est important de le dire parce que je suis un immigré en Suisse, accepté par le pays depuis un peu plus de 5 ans, où je suis venu démarrer les activités de la société ICOS dans le pays. Donc ICOS, je vais vous faire une introduction et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet de ICOS et la Suisse ou mon expérience en Suisse. ICOS, c'est une société de conseil en ingénierie, c'est un groupe qui est leader dans le marché de l'ingénierie ferroviaire, qui a une offre complémentaire dans l'énergie. Donc ICOS, c'est une société qui a été créée en 2005 par 2 ingénieurs français qui avaient l'expérience de l'ingénierie, du conseil en ingénierie, qui ont voulu créer une alternative à ce qui existait déjà en la matière et surtout se spécialiser dans le secteur qu'ils connaissaient bien pour apporter une vision vraiment technique et un support précis sur les activités générales. Je vais en parler un peu plus en détail, mais après 14 ans, donc on a commencé à Paris, on a créé la filiale de Lyon. Moi, je suis lyonnais, je suis issu de cette filiale où je suis arrivé en 2008. Et puis, régulièrement, au fil des années, on a créé différentes filiales, on s'est implanté dans différents pays où on a dû apprendre la culture, on a dû apprendre les règles, la façon de travailler également. Et on s'est implanté avec la connaissance de certains marchés, de certains clients, avec le support de certains clients, sur certains projets. Et en 2013, on a commencé avec le fameux projet SBB Twindex de Bombardier, dont Alain a parlé tout à l'heure, où on intervenait à distance. Puis en 2014, on a créé la structure ICOS, on a déposé les statuts, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir en Suisse, de m'installer là-bas et de développer l'activité, où je suis arrivé en janvier 2015. Depuis, on a créé différentes filiales dans l'Europe principalement et en Amérique du Nord. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Je te remercie. Où on est aujourd'hui un peu plus de 1000 personnes au sein du groupe ICOS, réparties sur les différentes filiales, avec principalement des projets en local dans les pays où on est implanté et des projets en export indirect avec des clients basés ici, mais avec des projets. C'était le cas de la Suède, comme tu en parlais tout à l'heure, Romain,
où on avait un fameux projet de rétrofit de matériel roulant, de modernisation de matériel roulant, qui était commandé et dont l'ingénierie était faite depuis la Suisse, et où le testing et le commissioning a été fait en Suède et est toujours en cours, et nous, on intervient également. On a commencé comme ça. Alors, je vais vous faire une présentation de ce qu'on fait dans le domaine du ferroviaire, parce que le domaine du ferroviaire, c'est un domaine assez vaste. Là, on a parlé au sein des CFF. Les CFF montrent une extrêmement grande partie de ce qui peut être fait dans le domaine du ferroviaire. Dans le ferroviaire, on intervient sur tout type de projet ferroviaire, tout type de matériel, tout type de ligne. Donc, on a parlé des lignes classiques, des lignes régionales, les lignes grande vitesse, les LGV, c'est surtout ce qu'on appelle en France, comme le TGV. Les projets de métro, les projets de tramway, de tram-train, etc. Donc tout ce qui est type de mobilité ferroviaire. Et il y a différentes spécialisations, des expertises qu'on a acquises au fil du temps et qui sont vraiment dédiées au domaine du ferroviaire. Donc la première est la signalisation et le contrôle-commande. Donc c'est les installations de sécurité, comme on appelle ça en Suisse. C'est encore une fois, je vais en parler un peu plus loin, mais des dénominations qui sont différentes dans un pays et dans un autre. C'est la sécurité des personnes, la sécurité du matériel, la signalisation européenne qui est en train d'être mise en place en Suisse, le TCS. C'est de la signalisation liée au métro automatique et c'est la signalisation comme on peut le voir à bord des cabines ou au sol, les interconnexions entre les voies, donc ce qui s'appelle en anglais interlocking, ou les enclenchements, ce genre d'activité. Les courants faibles de télécommunications, donc il y a un gros marché au niveau aussi aujourd'hui de la digitalisation. Tous les réseaux de communication sont à moderniser. Donc on a beaucoup de radios, on a le Wi-Fi à bord des trains sur certaines liaisons. On a des liaisons GSM Air, GSM Rail pour le TCS, le système RTMS européen, avec des liaisons entre le sol et le bord pour que des informations soient communiquées. On a la partie énergie et courant fort. Donc, c'est tout ce qui est production et transmission, distribution de cette énergie. Donc, on en a parlé tout à l'heure, Alain en parlait des barrages. Les barrages sont là pour créer de l'énergie, puis après, il faut la distribuer. Donc, il y a besoin de postes électriques, de lignes, de systèmes de protection et de contrôle-commande de ces activités également. On a la partie génie civil, infrastructure. Donc, ça parle vraiment à tout le monde quand on parle de train. On voit des ponts, on voit des tunnels, on voit des passerelles, etc. C'est vraiment l'activité, la partie voie ferrée également. Et le matériel roulant, la partie aussi visible du ferroviaire, les trains en eux-mêmes. Et dans cette activité-là, ICOS travaille sur tout le cycle de vie des projets, de la spécification des études, de l'ingénierie jusqu'au testing, commissioning, à la maintenance, à la sortie de garantie, à la sûreté de fonctionnement, l'autorisation et puis à la gestion des projets. Je vais aller très vite sur le slide d'après parce que c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée des types de clients qu'il peut avoir dans ce domaine, donc des exploitants de réseau, des opérateurs type SBB ou CFF, SBB-CFF, pardon, mais ça peut être également des industriels qui fabriquent le matériel roulant ou qui fabriquent les installations de sécurité, qui fabriquent des systèmes ou des sous-systèmes. ICOS a également, je vous invite juste à passer la slide parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails des projets. S'il y a des questions après, on y répondra. Mais ICOS a également créé un bureau d'études, recherche et développement qui nous permet de gérer des projets en amont de ces projets d'infrastructure ou des projets de système, mais qui est également là pour gérer la formation, donc pas uniquement l'innovation, mais la formation, parce que le métier du ferroviaire, c'est un métier qui s'apprend sur le tas, mais qui s'apprend très peu à l'école. Il y a quelques masters spécialisés, il y a quelques écoles en Europe, mais vraiment peu. Donc la formation pour pouvoir tutorer, former des ingénieurs ou accompagner. Et puis la gestion de la connaissance, le knowledge management, parce qu'on a des gens très expérimentés dans le secteur. SNCF en France avait eu de gros problèmes à un moment avec beaucoup de départs à la retraite des baby boomers qui n'ont pas pu transmettre leur savoir correctement. Il y a une perte de savoir, donc comment est-ce qu'on fait pour capitaliser tout ça? ICOS a une position assez particulière et c'est avec cette position que cette société s'est implantée en Suisse, puisque c'est une société d'environ 1000 personnes qui est spécialisée, ce qui est assez rare aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de bureaux spécialisés, des bureaux d'études, des bureaux d'ingénierie, ou des grandes sociétés très très généralistes qui interviennent dans le ferroviaire parmi tant d'autres secteurs. Ce qui a des avantages et des inconvénients. ICOS étant spécialisé, connaît très bien le marché et a une taille suffisante pour pouvoir accompagner également des gros acteurs avec des marchés plus importants. Alors maintenant, si on rentre vraiment dans le détail du marché ferroviaire en Suisse, c'est un marché qui paraît assez simple de l'extérieur, le marché ferroviaire, mais qui est assez complexe. J'ai voulu rappeler qu'en Suisse, on a plutôt tendance à voir les images de gauche, les belles montagnes, le Cervin, donc le Matterhorn
ou la Jungfrau avec la gare de Jungfrau-Aurore. C'est important de voir qu'il y a des gares à ces endroits-là. Donc, on n'intervient pas uniquement dans les plaines, on gravit des montagnes, on a des trains panoramiques, des trains touristiques, il y a des trains à crémaillère, il y a des funiculaires, et tout ça fait le réseau de la Suisse. Donc, la slide suivante montre, et Alain Barbet l'a vraiment bien montré tout à l'heure, le réseau est très très dense, très maillé. Ici, on a juste repris le réseau ferroviaire, pas bus, pas car ou autre. Le réseau ferroviaire, on voit, alors assez peu, mais en noir, c'est le réseau ferroviaire fédéral, donc des CFF, chemins de fer fédéraux, et on voit d'autres lignes qui sont des voies métriques, des voies normales, mais qui sont détenues par des exploitants privés, semi-privés, cantonaux, communaux, etc. Le réseau ferré est très dense parce qu'il y a des interconnexions entre ces différents acteurs. La slide suivante, s'il vous plaît, on voit vraiment, je vais vous lui donner une idée, c'est qu'il y a environ 70, voire un peu plus, 70 opérateurs différents, exploitants du réseau en Suisse. Il n'y a pas uniquement les CFF, il y en a énormément, ils sont tous interconnectés. Donc on peut citer les BLS qui sont à Berne, les SOB entre Saint-Gall et Zurich, les Rettichebahn dans le canton des Grisons, RAB, Turbo dans le canton de Turgovie, MOB pour Montreux, Berlin-Bernois. Donc toutes ces sociétés ont leur propre ingénierie, ou s'allient entre elles pour être plus fortes dans l'ingénierie, ont leurs propres projets et sont non centralisés, donc le réseau est vraiment non centralisé, et sont toutes dépendantes des directives qui viennent de l'Office fédéral des transports ou le BAFAO en allemand. Le cas d'ICOS en Suisse, c'est un peu un cas d'école. On est société spécialisée dans le domaine du ferroviaire. On arrive en 2014, on crée un bureau à Lausanne pour intervenir d'abord sur le fameux DOSTO, le SBB Twindex, et puis on étudie le marché par la force des choses, puisqu'on l'avait étudié avant, mais c'est plus une opportunité qui nous a fait venir ici, et on découvre énormément de spécificités. On décide d'ouvrir un bureau à Zurich, mais en 2019, après une grosse activité dans le domaine de la Suisse alémanique. De nombreux projets ont été menés par ICOS sur tout le territoire, finalement de Genève jusqu'à Saint-Gall, voire un peu plus loin. Mais pour vous donner un ordre d'idée du timing, on est arrivé en 2014 avec le premier projet avec des industriels et premier contrat avec les CFF. Là, il y a une petite erreur, je me suis trompé, c'est uniquement en 2016. Donc le premier contrat, c'était pour les CFF, effectivement, le SBB Twindex 2014, mais on a mis 2 ans. Pardon, ces premiers contacts avec les CFF, effectivement, première réunion, on se fait un peu jauger, on voit est-ce qu'on a les compétences, est-ce qu'on est une société bien structurée, sérieuse, qui va durer, et pas une de plus qui vient s'exporter parce que la Suisse paraît être un Eldorado. Très, très important, on a passé le temps. Le premier contrat était un contrat de gré à gré, donc c'est un petit contrat qui permet de travailler gentiment. Puis un deuxième contrat avec un appel d'offres public, et enfin un contrat cadre en 2019 sur des activités Flottentechnik, donc la partie purement matériel roulant. On a participé à différents projets avec les CFF, modernisation des ICN, dont Alain a parlé tout à l'heure, des projets de TCS, donc qui est l'amélioration des systèmes de signalisation via le système ETCS, qui est par la norme RTMS, qui est la norme européenne, et puis Smart Rail 4.0, qui est la modernisation globale de toute la signalisation et de tous les systèmes d'installation de sécurité ferroviaire en Suisse, globalement, sur la localisation, sur les interlocking, la digitalisation des data, la centralisation des data, mais la décentralisation par rapport aux installations physiques, la localisation sécurisée, un ATO, donc un Automatic Train Operation, pour les lignes classiques, pour les grandes lignes, tel un métro automatique comme le métro de Lausanne ou le métro de Paris ou d'autres, mais là pour des lignes régionales, voire nationales ou internationales. Et de nombreux projets dans d'autres systèmes qui ont été menés en dehors des CFF. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Il y a une chose très très importante à noter quand on vient s'implanter en Suisse ou qu'on veut s'implanter en Suisse, et ça on ne le voit pas forcément quand on est frontalier français, c'est qu'on a l'impression que la Suisse, c'est un pays voisin, bien sûr, mais c'est quasiment la même chose. On s'y retrouve, les montagnes sont des deux côtés de la frontière. Mais il y a différentes langues. Il y a 4 langues officielles en Suisse.
Et les Suisses du côté germanophone parlent également le suisse allemand, avec un dialecte qui est différent, qui s'appelle le Schweizerdeutsch, qui est différent d'une ville à une autre. Donc la carte montre bien que la zone francophone est minoritaire. Il y a beaucoup de projets d'investissement, ce qui est très intéressant, mais minoritaire. Et ça représente assez bien les relations avec les CFF également, où environ 20% est francophone, 80%, 80% est germanophone, avec bien sûr une partie italophone et le rhéto-romaniche qui est une autre, qui est une autre partie qui peut être à considérer. C'est très important de comprendre ça parce qu'il y a des différences linguistiques. Peut-on tout faire avec l'anglais? C'est une question qu'on me demande souvent. Je ne parle pas français, je ne parle pas allemand, mais par contre, je parle super bien anglais. Non, on ne peut pas travailler dans le ferroviaire de manière très intéressante, en tout cas, et très globale, en ne parlant qu'anglais. En parlant français, c'est bien, mais attention, le français n'est pas le même que le roman ou le suisse français, comme on peut appeler. C'est quasiment la même chose, il y a des petites spécificités, mais il faut bien le prendre en considération, bien sûr. Le suisse allemand, la Suisse alémanique, les gens ne parlent pas complètement allemand, mais ont tous appris et connaissent très très bien l'allemand, le Hochdeutsch. Les différences culturelles, c'est aussi très important parce que les différences linguistiques amènent des différences culturelles. La France n'est pas la Suisse romande, la Suisse alémanique n'est pas l'Allemagne, Genève n'est pas Lausanne. Très très important de le comprendre, de l'accepter et d'arriver en Suisse avec humilité, même si on a une très très bonne expérience, très forte expérience de notre société dans d'autres pays. Il faut apprendre les façons de faire et la culture locale pour arriver à s'intégrer dans le paysage ferroviaire actuel. L'importance de l'intégration, l'importance de faire partie d'un tout. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu rappeler les devises de la Suisse. Donc la Suisse, c'est un pour tous, tous pour un, qui n'est pas une devise officielle, mais qui est une devise acceptée par tous. Et les devises pour Vaud, qui est liberté et patrie. C'est assez la liberté, oui, mais le pays d'abord. Les différences dans les relations de travail sont aussi importantes en interne comme en externe, parce qu'il y a différentes cultures qui doivent se côtoyer au sein d'une même société. Entre le vouvoiement et le tutoiement, la France est très très vouvoiement. La Suisse romande l'est également, beaucoup moins la Suisse alémanique, où on passe très vite à s'appeler par notre prénom, à se tutoyer. La Suisse romande, tout dépend des gens, mais il y a beaucoup d'étrangers également, hein, il y a une forte proportion d'étrangers. Il y a une très forte importance du contact personnel, de la stabilité, du faible turnover dans les sociétés, d'avoir un interlocuteur qui revient, qui est toujours là. Nous, on a mis du temps à démarrer les premiers contrats et je pense que c'est une notion essentielle et j'ai eu beaucoup de fois cette remarque. Tiens, monsieur Bibot, vous êtes encore là. C'est bien, ça veut dire vous n'avez pas peur, c'est pas facile de s'implanter dans un pays, mais votre société est là pour rester. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que travailler en Suisse, c'est facile, dans le sens où on peut recruter facilement, mais on peut être licencié facilement. Et il y a une vraie valeur travail, comme on peut le voir en France, mais de manière un petit peu différente. C'est que chaque personne sait qu'elle peut perdre son emploi à quasiment à tout moment, mais n'a pas peur de ça parce qu'on sait que ça ne sera pas le cas si on fait bien notre travail et que le pays avance, la société avance. Il y a une très forte importance également de la balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le Work Smart, comme l'a annoncé Alain, c'en est un exemple et c'était un pays assez précurseur pour ça. Il n'y a pas de présentéisme en Suisse, il y a très peu de réunionites. Donc on fait des réunions, bien sûr, c'est important, mais par contre, on n'est pas là à 20 h le soir juste parce que ça fait plaisir à notre chef. Si on a beaucoup de travail, c'est possible, mais si on a toujours du travail jusqu'à 20 h, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'organisation. C'est plutôt comme ça qu'on va le voir. Et quelques informations qui sont utiles à quelqu'un qui veut s'implanter en Suisse. Il y a des règles, il y a des règles culturelles, des règles linguistiques, mais il y a également des règles techniques. Il y a des contrats à respecter. On a des phases de projet qui sont un peu différentes de quand on arrive avec l'expérience SNCF, par exemple, et on a travaillé sur la phase AVP, sur la phase Pro, sur la phase EXE, la phase REA. Toutes ces abréviations, il faut un peu les mettre de côté. C'est bien l'expérience, on l'a menée, elle est très importante. Mais on n'est pas à la SNCF. On me l'a fait remarquer une ou deux fois. C'est des sociétés différentes, c'est des fonctionnements très différents. Et il faut pouvoir apprendre les codes. Les SIA permettent, donc ces standards, si on peut appeler ça comme ça, le permettent.
il y a des standards ferroviaires qui sont applicables en Europe, donc également en Suisse. Les standards ferroviaires sur la safety, les spécifications techniques d'interopérabilité entre la partie voyageurs, passagers, locomotives et la partie contrôle-commande de sécurité. Et il y a des directives de l'OFT qui sont très nombreuses, mais qui permettent d'avoir une quantité d'informations assez impressionnante. Et bien sûr, si vous voulez voir les appels d'offres, le CIMAP, qui est une plateforme qui permet d'avoir les appels d'offres publics et donc de pouvoir postuler, attention, beaucoup en allemand ou en français si vous avez de la chance. Merci, et je rends la parole à Romain. Merci beaucoup, Elric, pour ce témoignage à la fois dense et court. Hein. Tu as tenu dans un temps record, bravo. Merci. Peut-être quelques éléments en guise de conclusion, parce que le temps passe, quelques éléments sur les missions de la Chambre. La CCI France-Suisse, c'est une association de droit suisse à but non lucratif et d'utilité publique qui, depuis 126 ans maintenant, œuvre au rapprochement des entreprises françaises et des entreprises suisses avec deux missions principales. La première mission, c'est l'animation de la communauté d'affaires franco-suisse, donc entreprises françaises implantées en Suisse, mais aussi entreprises suisses qui entretiennent des relations d'affaires avec la France. Et là, on organise en rythme normal, hein, j'ai envie de dire, à peu près 60 événements par an pour rapprocher des entreprises. Maintenant, on a switché sur un mode un peu plus digital comme on peut le faire aujourd'hui, mais on a bon espoir qu'à la rentrée, les activités en présentiel vont reprendre et on va naturellement continuer aussi ces activités en digital. Donc ça, c'est une première partie de travail de la Chambre. Et deuxième partie, c'est l'accompagnement opérationnel des entreprises françaises qui veulent s'implanter, qui veulent se développer sur le marché suisse et qu'on accompagne depuis le début du projet jusqu'à la phase d'implantation, soit en création de filiales, soit en croissance externe sur le marché suisse. À ce titre-là, je voudrais dire deux mots sur la prochaine Learning Expedition. Il y a une petite faute de frappe, je vois, sur la slide, qui se tiendra au mois de novembre prochain, qui sera dédiée au secteur du ferroviaire, donc 25 et 26 novembre prochain, principalement en Suisse romande, pour les entreprises françaises qui sont actives dans le domaine du ferroviaire, qu'elles soient fournisseurs de matériel, fournisseurs de services, avec une série sur 2 jours de visites, de conférences, de présentations, de contacts, avec l'ensemble de l'écosystème du ferroviaire ici en Suisse, principalement sur le canton de Vaud. Donc, on va voyager un petit peu entre Yverdon-les-Bains, Lausanne, Aigle, et peut-être une petite incursion vers Berne, dans le canton de Berne, encore à confirmer. Quelques noms des opérateurs et des entreprises qui vont être visités peut-être sur la slide suivante. Voilà, donc il y aura une visite au centre de recherche sur la mobilité de l'EPFL, des interactions avec différents opérateurs de transport et naturellement avec les CFL. Le programme complet ainsi que les conditions sont présents sur le site internet de la Chambre, donc je ne vais pas faire beaucoup plus long sur cette opération, mais pour celles des entreprises qui sont intéressées, Lucas Vinciguerra, qui est chez nous en charge de ce projet dans l'équipe de Claire-Louis, est à disposition. Quelques questions qui nous sont venues. Alors, je pense que j'aurai le temps d'en poser qu'une parce qu'il nous reste 2 minutes. On avait une question sur les processus liés aux appels d'offres et notamment aux appels d'offres avec les CFF. Alors, peut-être Alain, un mot, et puis Elric, peut-être sur la partie pratique, parce que je crois que tu sors tout juste justement d'une remise d'appel d'offres au CFF. Tout à fait. Alain, je vais peut-être laisser Elric, puisqu'il a l'expérience et la pratique actuelle, peut-être avec un point de vue externe. Oui, ça peut être intéressant. Peut-être que ce que tu peux rappeler, Alain, c'est les seuils tarifaires, parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Quel type de contrat peut être fait où la confédération ou la société, l'appel d'offres public doit être émis à un nombre restreint de sociétés ou peut être émis à un nombre restreint de sociétés à partir jusqu'à un certain montant. Puis ensuite, ça doit être ouvert au fédéral, enfin à la Suisse. Puis après, ouvert à l'Europe, au-dessus, je crois, c'est de 500 000 francs ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, les appels d'offres publics sont tous publiés sur la plateforme du CIMAP. Le CIMAP, c'est une plateforme où on peut s'inscrire gratuitement et on peut avoir un listing, on peut faire des recherches, on peut regarder tous les jours, on peut faire des requêtes, avoir des mails automatiques, etc. Et dedans, il y a des appels d'offres dans les différentes langues.
avec les conditions qui sont notées. Soit c'est du service, soit c'est un concours, soit c'est de la fourniture de matériel ou de la fourniture de prestations, etc. Et on peut répondre, on peut s'inscrire à cet appel d'offres et télécharger les documents de l'appel d'offres et ensuite choisir ou non de faire une réponse. Tous les critères d'adjudication sont déjà notés dans cet appel d'offres. Toutes les conditions, pas uniquement les d'adjudication, mais tous les requis, tous les éléments de réponse ou tous les éléments de l'appel d'offres sont dans un fichier qu'on peut télécharger. Et ensuite, il faut faire une offre selon ce qui est noté, donc selon l'arborescence qui est demandée, le nombre de documents, les preuves sur la société, sur les références, sur les personnes clés. Et tout ça, il faut le remettre dans la langue qui est notée. Si l'appel d'offres, on peut répondre en français, donc il faut répondre en français, on ne peut pas répondre en une autre langue. Pareil pour l'allemand, etc. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions, je pense, utiles. Il y avait d'autres questions. Malheureusement, on arrive un petit peu au bout du temps. Je crois que c'était très riche, très dense. Je tiens vraiment à vous remercier tous les deux, Alain Barbet, Elric Bibaud, pour le temps que vous avez consacré d'une part à la préparation, parce que ça ne se fait pas tout seul, mais aussi à l'animation de ce webinaire qui a été enregistré et donc qui sera disponible aussi en téléchargement pour les entreprises qui seront intéressées ultérieurement à pouvoir profiter de votre expérience. Merci encore et on vous souhaite un bon après-midi et un bel été parce que l'été est maintenant bien installé. À très bientôt. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.